peut-être pour aller un peu droit au but sur Usual Suspect, comme vous le disiez, vous aviez pensé à plusieurs films et vous aviez réfléchi aux éventuels détournements éventuels sur le côté allégorie politique ou méta-fable politique, La Grande Illusion. Nous nous sommes tant aimés aussi, vous aviez pensé, je crois, à ce film, ce qui est voilà, un résumé possible qui peut rappeler diverses choses. Et Usual Suspect, quand même, vous savez, enfin, vous avez choisi un film qui est quand même, évidemment, une espèce de théorie de la dissimulation. Et est-ce que c'est un film, enfin, est-ce que vous avez pu reconnaître, voilà, un art de la dissimulation que vous aviez pu éventuellement mesurer en d'autres théâtres et à certains moments de votre parcours politique? Non, il ne faut pas aller chercher trop loin ou trop près. Ce film est d'abord un grand film. Et je voulais que ceux qui ne l'avaient pas vu puissent le découvrir, notamment Jean-Marc et Brigitte. Et ceux qui l'avaient vu puissent savoir si leur première interprétation était la bonne. C'est un film sur la vérité et le mensonge ou la dissimulation. Qui dit la vérité, qui ment et comment le savoir. C'est un film qui nous manipule. Nous sommes comme, d'une certaine façon, le policier. Nous croyons à l'histoire qui nous est racontée. Et nous cherchons toujours où est l'adversaire, alors quelquefois, nous l'avons près de nous. Donc, c'est un film sur ce que doit être la lucidité. Mais c'est un film aussi sur la question majeure, c'est-à-dire est-ce qu'il existe un diable qui manipule tout le monde et qui nous fausse, non pas simplement compagnie comme à la fin, mais qui nous fausse le jugement. Et nous sommes tous tentés de croire qu'il y a toujours un complot, qu'il y a une grande organisation et un génie du mal qui prévoit tout et nous conduit là où nous ne voulons pas aller. Donc c'est un film qui nous laisse, je crois, intelligent, parce qu'il nous laisse plusieurs réponses, mais qui nous amène à penser qu'il ne faut jamais se guider par des préjugés. Le policier est gagné par les préjugés. Et c'est ça qui l'empêche de découvrir la vérité. Mais quelle vérité? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? De quoi est-on sûr? En politique, on peut trouver là des éléments de confirmation, mais pas toujours. Donc c'est ce qui doit nous conduire, je crois, à bien chercher le réel. Ensuite, s'il y a une allégorie, c'est aussi par rapport à ce qu'est le diable d'une manière générale. Ce fameux diable qui veut qu'on puisse penser qu'il n'existe pas. Et nous l'avons rencontré, le diable. Il y a effectivement celui ou celle qui peut organiser des attentats et peut produire le pire. Donc le diable existe, mais il est dans la nature humaine. Et le diable se cache, non pas dans les détails, mais souvent dans ce qu'on croit être une fragilité ou une faiblesse. Donc voilà, je pense que le film, il ne faut pas lui en faire dire plus qu'il n'en avait jamais pensé, car quand je crois, quand ce film a été fabriqué, il a été fait sur le thème de la manipulation, au sens où le réalisateur et surtout le scénariste avaient eu l'idée du panneau, c'est-à-dire comment on tombe d'ailleurs dans le panneau. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut inventer quelque chose, il utilise ce qu'il a devant lui. Et donc c'est au départ là-dessus qu'ils partent, puis après ils font ce scénario. Voilà ce que je peux dire de ma propre interprétation. Mais ai-je raison? Ai-je tort? Peut-être que le diable n'existe pas du tout. Et que la vérité est tellement simple et que nous devons faire confiance. Et moi je pense que le bon moyen de lutter contre tout ce que je viens de dire, c'est de faire confiance. Ah, ça, c'est une chute inattendue. Et vous qui publiez justement un livre qui s'intitule Les leçons du pouvoir, vous avez pu croiser des Kaiser Soze, toute proportion gardée. Hein.
Le propre de Kaiser Soze, c'est quand on est avec lui, on pense que ce n'est pas lui. Donc j'ai dû rencontrer plusieurs Kaiser Soze, c'est possible, sans savoir que c'était lui. Et c'est pour ça que l'expression est tombée dans le langage courant, Kaiser Soze, ce diable qu'on ne voit pas, ou cet adversaire qu'on ne reconnaît pas, ou ces gens qui vous trompent, qui vous manipulent. C'est pour ça que le nom est devenu presque mythique. Et même dans le film d'ailleurs, il renvoie à l'idée que Kaiser Soze, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui c'est. Et même d'ailleurs, sur le fax, ça paraît vieux, hein, le fax, est-ce qu'on reconnaît vraiment donc je vous laisse penser. Oui, bien sûr que y a beaucoup de gens qui dissimulent, puis il y a des gens qui ne dissimulent pas du tout. Je suis resté sur la politique internationale pour ne pas rentrer dans la politique intérieure. Je trouve, je ne sais pas ce que Jean-Marc en avait pensé, quand on voyait Poutine, on se disait qu'il ne dissimulait pas. Voilà. Quand on en voyait d'autres qui peuvent être plus fringants, plus séduisants, ça on ne savait pas si ça correspondait vraiment à un trait de caractère. Mais c'est pour ça que, il ne faut pas se fier au physique non plus, hein, c'était pas un problème physique, c'était un problème d'attitude, et je crois qu'il en jouait pour Poutine. Il essayait d'impressionner alors que les Kaiser Soze ne sont pas du tout dans cette stratégie. Vous avez d'autres questions? D'un certain point de vue, on pourrait pousser le bouchon. Vous étiez un peu le Kaiser Soze de l'élection de 2012. Celui qu'on n'a pas bien calculé. Alors, je ne dis pas que vous êtes le diable, hein, mais d'un certain point de vue, vous êtes celui qu'on n'a pas tout à fait calculé précisément pendant toute la campagne. En tous les cas pendant les primaires. D'ailleurs, les primaires, je trouve que l'identité judiciaire, ça peut faire penser au procès des primaires. Non, dans cette histoire, j'étais le bon Dieu. Mais vous avez raison sur ce qu'on a tous à l'esprit et dont il faut absolument se garder, c'est l'idée qu'il y a des complots. C'est une idée extrêmement dangereuse, on l'a bien vu. Le complotisme, ça conduit à penser qu'il y a toujours une manipulation, une mystification, une organisation. Ça a joué, y compris lorsqu'il y a eu les attentats contre les tours jumelles qu'on voit dans le film. Des gens qui ont pensé que c'était une manipulation. Il y a des gens qui ont pensé que, aussi, lorsqu'on a eu les attentats en 2015 et ceux qui ont suivi, est-ce qu'il n'y avait pas eu l'utilisation de ces terroristes par je ne sais qui, par des puissances? Non, il faut se garder de ça. Le complotisme est un mal terrible. Pour parler des événements qui peuvent arriver, soit un fait divers, puisque vous parliez de ce qui s'était produit avant même les primaires de 2011, avec Dominique Strauss-Kahn qui avait été, comme vous savez, interpellé à New York, ou d'autres événements, des procès qui peuvent, des procédures qui peuvent avoir cours. On pense toujours qu'il y a quelqu'un qui a manipulé. Ben non. Il ne faut pas être innocent, il ne faut pas être naïf, mais il n'y a pas de manipulation. Il faut se défaire de cette idée très dangereuse qu'il y aurait un Kaiser Soze qui organiserait tout, il y aurait des marionnettes comme ça qui seraient animées par un malfaisant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de puissance, qu'il n'y a pas de groupe de pression, qu'il n'y a pas d'intérêt économique, ça c'est autre chose. Mais il n'y a pas un malus es machina qui vient là nous mettre dans sa soumission. Je crois que c'est vraiment le complotisme est une idée qui altère la démocratie, qui altère le jugement, le bon jugement. Et c'est pour ça que ce film est aussi, il n'a peut-être pas été fait pour ça, une mise en garde par rapport à la manipulation, par rapport à ce que l'on peut se laisser faire dans certaines circonstances ou se laisser impressionner. Donc je pense que pour parler de ce qui s'était passé dans l'année 2011, moi j'aurais préféré précisément que les primaires puissent se faire avec tous les candidats possibles. Mais je n'ai jamais pensé que c'était le pouvoir ou que c'était un pouvoir occulte qui avait empêché tel ou tel à se présenter. D'autres questions? Je ne sais pas combien de temps on devait me dire. Peut-être pour
élargir à d'autres films. Dans votre cinéphilie, enfin, est-ce qu'il y a des films qui vous ont appris des choses sur la politique, justement, mais la politique au sens le plus large, pas strictement au sens idéologique, mais est-ce que ça a fait partie de votre parcours intellectuel? Est-ce qu'il y a des films qui vous ont marqué et qui vous ont appris des choses en la matière? Non, des films qui m'ont marqué. Enfin, pas nécessairement des films politiques, mais des choses qui ont pu vous servir dans votre parcours d'homme politique. Voilà. Non, des films politiques, dans ma génération, il y en a eu et qui étaient puissants. Costa Gavras avait fait aussi bien pour Z que pour L'Aveu, des films qui avaient impressionné ma génération, puisque c'était contre la dictature, celle des colonels grecs, et c'était contre le stalinisme. Donc ça m'avait profondément bouleversé. Il y a eu des films qui étaient intéressants sur l'espionnage, parce que là aussi c'est la même chose. On se fait tous une idée de l'espionnage. Bon, maintenant avec les séries qui sont faites, une notamment sur l'espionnage en France, où on a quelques informations, et c'est bien qu'il y ait ces séries. Il y avait un très bon film qui s'appelait Dossier 51. C'est l'histoire de... Vous voyez ce film? C'était l'histoire d'un diplomate qu'une puissance étrangère essaye de retourner, si je puis dire, et d'obtenir de lui des informations. Et il pénètre dans toute sa vie et il essaye de trouver la faille. Et il ne la trouve pas, et il plonge dans toute son existence, et à la fin, je dévoile la fin, il trouve ce qu'il pensait être une faiblesse. Et ça, c'est un film qui m'a impressionné parce que je crois que c'est une technique qui est utilisée, chercher toujours la faiblesse et ensuite retourner l'agent. Il y a un film qui m'avait impressionné aussi pour savoir comment le comportement humain, qui n'était pas forcément un grand film, qui s'appelait I comme Icare avec Yves Montand. Il y a une scène très impressionnante d'une expérience qui a existé où on voit, je crois que c'est Marcel Maréchal qui joue ce rôle. C'est un test qui existe aux États-Unis. On voit, il y a donc une personne qui est chargée de supporter cette expérience, de vivre cette expérience, et il doit interroger une autre personne qui est sur un siège et lui poser des questions. Et des questions qui sont assez simples, et quand la personne ne répond pas bien, il lui envoie une décharge électrique. Et le test, c'est de savoir à partir de quel moment l'individu qui est chargé d'électrocuter celui qui ne répond pas bien, à partir de quel moment il arrête l'expérience. Et on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui n'arrêtaient jamais l'expérience. C'est comme ça qu'on arrive à découvrir ceux qui sont des potentiels criminels. Ou pas des criminels au sens qui voudraient commettre un acte, mais qui sont obéissants jusqu'au bout. Et ça, c'est une question très importante en démocratie. Jusqu'où doit-on obéir jusqu'au bout à un ordre qui est manifestement non seulement illégal, mais inhumain? C'est une question qui s'est posée pendant certains événements, les guerres notamment. Jusqu'où doit-on aller? Ça, c'est un film qui, je trouve, avait réussi à me poser cette question-là. Jusqu'où aller dans l'obéissance ou dans l'affirmation de sa propre puissance? Puisque vous parlez assez spontanément de l'espionnage, et pour parler justement, non pas de la manipulation, mais de la dissimulation, j'imagine quand même quand on est chef de l'État, on doit quand même lutter assez souvent contre éventuellement paranoïa ou des tentations paranoïaques. Enfin, je sais pas, là c'est quand même, le suspect, c'est un film notamment sur la paranoïa, quand même, puisque tout le monde, au bout d'un moment, je dirais que du point de vue international comme intérieur, comment, quand on est chef de l'État, on lutte contre ses propres éventuelles inclinations paranoïaques, qui d'ailleurs, comme on dit souvent, un paranoïaque peut avoir raison. Oui, de penser qu'on a des ennemis partout. Comme le dit la formule, il vaut mieux regarder si on n'a pas des amis partout, parce que c'est pas toujours les meilleurs soutiens. Même s'il y a quand même des amis qui sont fidèles et loyaux. Mais, oui, l'idée paranoïaque vient bien sûr du pouvoir. C'est la peur, la crainte que tout soit organisé contre soi. Dans une période où en plus il y a des risques, des attentats, etc., on peut devenir assez facilement paranoïaque, et à juste raison. Se protéger de tout, s'enfermer, d'où souvent ce qui est dit du pouvoir.
même si c'est injuste, d'une forme de bunkérisation et d'enfermement et de méfiance à l'égard de tout. Donc pour éviter la paranoïa, il faut lutter contre cette idée de complotisme, pour ne pas imaginer qu'il y a un grand Satan qui veut vous faire du mal. Ce sont les hommes ordinaires qui vous font du mal, ou les femmes ordinaires, le genre humain ordinaire. Ce ne sont pas forcément les grands Satans. Certes, mais j'imagine quand même que la question de la dissimulation, ça fait partie de la vie d'un chef d'État, ne serait-ce que dans les négociations que vous pouvez avoir et les jeux de poker menteur qui en font partie. Est-ce que parfois, sans pas forcément citer un cas précis, vous êtes arrivé de laisser tomber votre tasse de porcelaine japonaise dans votre bureau en vous rendant compte de quelque chose? De qui était... Non, et tout d'un coup, quand vous avez blousé. Non, mais j'ai pas eu besoin de casser le matériel. Même si j'ai pensé peut-être, comme vous dites, mais je ne me suis pas vengé sur le personnel ou sur le matériel. Je pense que j'ai pris d'autres conclusions. Peut-être, je ne sais pas combien de temps on a encore. Julien? S'il y a des questions, peut-être oui, dans le public, si une question. Alors si quelqu'un a une pulsion. Ah voilà, monsieur a une. Bonjour, merci d'être venu vous présenter ce film. Je suis ravi de le revoir depuis assez longtemps et ça va c'est vraiment incroyable au niveau de la mise en scène et de l'écriture. Ce que je trouve intéressant dans ce film aussi, c'est que c'est un beau portrait sur la virilité. C'est un film qui a été écrit par un homme, qui a été réalisé par un homme homosexuel, Bryan Singer, qui fait un portrait d'homme où on parle souvent de virilité ou de féminité, de cocksucker. Et j'aimerais savoir si vous vous sentez viril et qu'est-ce que, selon vous, la virilité aujourd'hui? Je ne pensais pas qu'en présentant ce film, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Je prenais autant de risques et que je devais moi-même me dévoiler. Là, vous avez raison, je parle du film, c'est que c'est un film qui est en fait un film où l'homosexualité est très présente. Et vous avez la scène où les deux sont quasiment bouche à bouche. Vous avez des rapports entre les individus dont on sent bien qu'ils sont des rapports sexuels, je ne sais pas, mais amoureux sûrement. Et on voit bien que le policier qui surjoue la virilité, en fait, est défait. Et que Kevin Spacey, même si maintenant on en sait davantage sur lui, joue assez bien l'homme blessé et donc l'homme humilié, et sans pour autant faire part de féminité. Mais on ne peut pas regarder ce film sans penser à ce qui s'est produit avec Kevin Spacey. Et en plus, d'autant plus que Kevin Spacey a quand même fini par incarner un président. Oui, vous n'allez pas trop loin. Mais... Alors ensuite, je vais dire des évidences, on a tous une part de virilité, une part de féminité, et moi je pensais que le pouvoir n'avait pas besoin de surjouer la virilité, pas davantage non plus la séduction. Parce que c'est ça le risque du pouvoir, c'est user de sa force et de montrer que c'est un pouvoir viril, et il y a une aspiration quand même à ce que le pouvoir soit viril. Même une femme, il faut la reconnaître sans peine, peut jouer sur la virilité du pouvoir, de l'exercice ou de la politique. J'espère que je n'ai pas fait de confusion, vous avez bien compris. Mais donc, il y a dans l'aspiration au pouvoir le besoin de force et donc d'une dimension, on dira virile. Mais il y a aussi une dimension de séduction qui a toujours existé et sur laquelle certains ont joué ou en tout cas gagné. Par exemple, chez Barack Obama, il y a une dimension de séduction évidente, mais qu'on pouvait trouver chez d'autres. Même chez Poutine ou... Non, Poutine, lui, non. Il doit être charmeur. Ah, c'est pas pareil. Ah. Non, ça, c'est pas pareil.
Et Poutine ne laisse rien voir de sa féminité. Et ce qu'il fait, c'est qu'il peut être charmeur, oui, il peut avoir des attentions. Je raconte dans le livre qu'il a des attentions. C'est-à-dire qu'il La vodka. oui, ou un cadeau qu'il peut faire. Avec, par exemple, Angela Merkel, je sentais bien qu'il essayait d'alterner, je pense que Jean-Marc s'en souvient, la dureté et à un moment une forme d'empathie, sous-entendu, on vient du même monde. C'est ça qu'il voulait aussi renvoyer, le même monde, c'est-à-dire le monde de l'Est. Sous-entendu, on sait des choses tous les deux. Hein, donc, Merkel s'en gardait bien. Donc, voilà, il y a toujours une part de séduction. Et je pense, c'est pour ça que j'avais appelé président normal, même si ça n'a pas toujours été compris, ben, le président normal, c'est celui qui, bien sûr, assume la force, assume l'autorité. On a eu à l'user et à l'utiliser, en Afrique et au Moyen-Orient, mais qui aussi évite d'être trop dans l'expression de cette force, et pas davantage qui ne cède pas à une séduction qui finalement fausse les rapports. Comment être, donc la question c'est comment être authentique et sincère sans perdre son autorité ou sans risquer de s'éloigner de ses semblables. Il y avait d'autres questions, je finis après. Oui, bonjour Monsieur le Président. Ultime. Si vous n'aviez pas fait de politique et que vous auriez fait du cinéma plutôt à la place, Oui. est-ce qu'il y a un rôle vraiment qui vous aurait marqué, que vous auriez voulu faire? Et pourquoi? Dans le cinéma récent ou en plus vieux? Pas mal. Je n'aurais pas fait de films comiques, ça faut le dire. Des films graves. Souvent, on pense qu'on a un rôle qui correspond à soit son physique, soit son apparence, soit son caractère. Donc, moi, j'aimais beaucoup, dans les vieux films, j'aimais beaucoup Pierre Freinet. C'est vrai que j'avais pris La Grande Illusion. Parce qu'il y avait un côté justement retenu, et donc presque précieux. Donc ça m'aurait amusé de jouer ça, un peu différent de ce que je suis moi-même. Autrement, quels étaient les héros? Moi j'aimais beaucoup Trintignant. Trintignant, il courait tout le temps dans ses films. Il était toujours pressé, etc. Et puis à un moment, il s'est arrêté, et encore aujourd'hui, je trouve que c'est, quand il fait ses poèmes, quand il récite, c'est extrêmement émouvant. Et je trouve que Trintignant donnait l'image du héros, peut-être de ma période, c'est-à-dire un héros assez simple, qui ne forçait pas. Et voilà. Trintignant qui a été un des rares acteurs français à incarner le président français, dans le bon plaisir. Exactement. Et donc c'était Mitterrand en fait qui était visé par le livre de Françoise Giroud. Et Trintignant joue un très bon président, enfin très bon dans le rôle, et un président qui boite. Je ne dis pas ça pour je ne sais quelle confusion. On a bouclé la boucle. Merci François Hollande.